Natalie King avait 32 ans et 3 mois auparavant, l'homme qu'elle aimait l'avait regardée droit dans les yeux pour lui dire qu'elle n'était pas assez bien pour l'épouser sans protection. Cette protection, un contrat de mariage si unilatéral qu'il ferait pleurer n'importe quel avocat spécialisé en divorce. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que Natalie était assise sur un héritage de 100 millions de dollars qu'elle avait gardé secret pendant des années, et elle était sur le point de découvrir ce que son fiancé et sa famille pensaient vraiment d'elle. Tout commença par une froide soirée de novembre 2024. Natalie travaillait comme d'habitude, enseignant la chimie dans un lycée de Seattle, corrigeant des copies dans son petit appartement du quartier de Greenwood. Son téléphone vibra avec un message de son fiancé, Sebastian Ashford. « Il faut qu'on parle. Viens chez mes parents demain à 19h. Important. » Natalie sentit son estomac se nouer. Ils étaient fiancés depuis 6 mois et le mariage était prévu pour mars. Sébastien venait d'une famille fortunée. Son père possédait une chaîne prospère de concessions automobiles de luxe à travers Washington et l'Oregon, et sa mère siégeait au conseil d'administration de plusieurs organisations à but non lucratif. Natalie, quant à elle, gagnait 58 000 $ par an à enseigner les structures moléculaires à des adolescents. Elle conduisait une Honda Civic de 10 ans et vivait dans un appartement de 55 mètres carrés qui sentait vaguement le restaurant thaïlandais du rez-de-chaussée. Elle avait toujours su que l'écart de richesse dérangeait les parents de Sébastien, mais Sébastien lui-même avait semblé différent. Il était directeur marketing dans une start-up technologique gagnant 6 chiffres et il lui avait toujours dit que l'argent n'avait pas d'importance, que sa passion pour l'enseignement et son cœur généreux valaient plus que n'importe quel compte en banque. Natalie l'avait cru. Le lendemain soir, elle se rendit au domaine Ashford à Medina, juste à l'extérieur de Seattle. La maison était un vaste manoir moderne avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur le lac Washington. Natalie y était allée des dizaines de fois, mais cela ne cessait jamais d'être intimidant. Elle gara sa modeste berline à côté de la BMW blanche de Sébastien et de la Mercedes classe S argentée de son père. Sébastien lui ouvrit la porte, mais quelque chose était différent. Son sourire était crispé, professionnel, comme s'il accueillait une cliente plutôt que sa fiancée. « Entre, dit-il. Tout le monde est dans le bureau. » Tout le monde. Le cœur de Natalie se serra. Ce n'était pas une simple conversation décontractée. Elle le suivit à travers le hall en marbre jusqu'au bureau lambrissé où les parents de Sébastien étaient assis sur un canapé en cuir. Son père, Richard Ashford, était un homme grand aux cheveux argentés, avec le genre de confiance qui venait du fait de n'avoir jamais entendu le mot « non ». Sa mère, Patricia, portait un tailleur pantalon crème et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nathalie, asseyez-vous », dit Richard en désignant une chaise en face d'eux. Sébastien s'assit à côté de ses parents, créant une division très claire dans la pièce. « Merci d'être venu », commença Patricia, sa voix dégoulinant de fausse chaleur. « Nous voulions te parler de certaines questions pratiques avant le mariage. » Nathalie hocha lentement la tête. « D'accord. » Richard se pencha en avant, les mains jointes. « Sébastien est notre fils unique. À ce titre, il est appelé à hériter de biens considérables, les concessions, les biens immobiliers, les portefeuilles d'investissement. Nous parlons d'une richesse qu'il a fallu des générations pour construire. » « Je comprends, » dit prudemment Nathalie. « Vraiment? » La voix de Richard se durcit. « Parce que de là où je suis assis, tu es une enseignante de lycée qui gagne à peine plus que le salaire minimum, vivant dans un appartement qui coûte probablement moins que mon paiement mensuel de voiture. Je suis sûre que tu es quelqu'un de bien. » Sébastien semble le penser. Mais l'amour ne paie pas les factures et il ne protège certainement pas les actifs familiaux. Nathalie sentit la chaleur monter à son visage, mais elle garda une voix stable. « Non, tu ne l'as pas fait, » intervint Patricia. « Et nous l'apprécions. Mais le mariage change les choses. À Washington, nous sommes un État de communauté de biens. Dès que tu dis « oui », tu as droit à la moitié de tout ce que Sébastien gagne ou acquiert pendant le mariage, la moitié de son héritage, la moitié des distributions de son fonds fiduciaire. Et tout ça, mais ça, c'est...
Nous voulons que tu signes un contrat de mariage, dit Sébastien doucement. C'était la première fois qu'il parlait depuis leur entrée dans la pièce. Nathalie se tourna pour le regarder. Un contrat de mariage? Il ne croisa pas son regard. C'est juste une formalité. Ça nous protège tous les deux. Ça te protège, toi. Nathalie faillit rire. Sébastien, je n'ai rien à protéger. Tu le sais. Richard sortit un document épais d'un dossier sur la table basse. Cet accord est très simple. En cas de divorce, tu quittes le mariage avec exactement ce que tu y as apporté. Pas de pension alimentaire, pas de division de propriété, aucune réclamation sur les actifs ou les intérêts commerciaux de la famille Ashford. Nathalie prit le document d'une main tremblante. En feuilletant les pages, son sang se glaça. Ce n'était pas un contrat de mariage standard. C'était une amputation financière complète. S'ils divorçaient, Nathalie n'obtiendrait rien. Pas même s'ils étaient mariés pendant 20 ans. Pas même s'ils avaient des enfants. L'accord comprenait des clauses sur les attentes de style de vie. Nathalie devrait maintenir un emploi dans un domaine professionnel et ne pourrait pas devenir financièrement dépendante de Sébastien. Il y avait des dispositions sur l'endroit où il vivrait, dans une maison sélectionnée et achetée par Sébastien, quel véhicule il conduirait, financé par les ressources de Sébastien, et même comment l'éducation de leurs éventuels enfants serait financée entièrement par Sébastien, Nathalie n'ayant aucun droit légal sur les comptes d'épargne universitaire. Mais la clause la plus douloureuse était vers la fin. En cas de dissolution du mariage, la partie B, Nathalie King, reconnaît qu'elle est entrée dans cette union avec des moyens financiers limités et accepte qu'elle n'ait aucune prétention sur le style de vie élevé fourni par la partie A, Sébastien Ashford, pendant le mariage. La partie B. Elle n'était même pas un nom dans ce document. Elle était juste la fille pauvre assez chanceuse pour épouser quelqu'un au-dessus de sa condition. C'est... Nathalie leva les yeux vers Sébastien. « Tu veux vraiment que je signe ça? » Il croisa enfin son regard et elle vit quelque chose qui lui brisa le cœur. De la certitude. Il avait déjà pris sa décision. « C'est nécessaire, dit-il. Nathalie, sois réaliste. Tu gagnes 58 000 $ par an. J'en gagne 3 fois plus et je suis appelée à hériter de millions. Mon père a raison. Nous devons protéger ce que ma famille a construit. Et ce que nous construisons, nous? Demanda Nathalie. Notre mariage? Notre vie ensemble? C'est notre vie ensemble, interrompit Richard. Sébastien fournira la maison, le style de vie, la sécurité. Tu fourniras ce que tu fournis. L'enseignement est noble, je suppose, mais ça ne contribue pas vraiment au foyer, n'est-ce pas? Nathalie sentit quelque chose se durcir en elle. Il n'avait aucune idée à qui il parlait. Aucun d'eux ne savait pour son grand-père. Le grand-père de Nathalie, Wei King, avait émigré de Taïwan dans les années 1960 avec presque rien. Il avait travaillé comme concierge, cuisinier, homme à tout faire, tout ce qu'il fallait pour survivre. Mais il avait été brillant avec l'argent. Il avait économisé, investi, acheté des biens immobiliers à Seattle quand c'était encore abordable. Il avait bâti une fortune discrète grâce à des décennies de discipline et de décisions intelligentes. Quand il était mort il y a 2 ans, Nathalie avait tout hérité. 100 millions de dollars en actions, obligations et biens immobiliers. Le testament de son grand-père avait été précis. Nathalie ne devait le dire à personne avant d'avoir 35 ans pour s'assurer que quiconque l'aimait pour qui elle était, pas pour ce qu'elle avait. L'héritage était géré par une fiducie avec des accords de confidentialité stricts. L'avocate de Nathalie, sa conseillère financière, même le fisc savait, mais personne dans sa vie personnelle. Nathalie avait honoré les souhaits de son grand-père. Elle avait continué à enseigner, vivant simplement, sortant normalement. Quand elle avait rencontré Sébastien au mariage d'une amie commune il y a 2 ans, elle lui avait dit qu'elle était juste enseignante et cela avait suffi, ou du moins, elle l'avait cru. Mais assise dans ce bureau, recevant un document qu'il appelait essentiellement une croqueuse de diamants en devenir, Nathalie réalisa quelque chose de crucial. Sébastien et sa famille lui avaient montré exactement qui ils étaient.
Il la voyait comme inférieure, comme quelqu'un qui devait être contrôlé et contenu, comme une responsabilité à gérer. Nathalie posa le document sur la table basse. « Je peux y réfléchir? » Richard fronça les sourcils. « À quoi réfléchir? Soit tu signes, soit il n'y a pas de mariage. C'est aussi simple que ça. » « Richard, » dit doucement Patricia en posant une main sur le bras de son mari, puis elle se tourna vers Nathalie avec le même faux sourire. « Nous comprenons que cela puisse être accablant. Prends quelques jours, consulte une avocate si tu veux. » Bien que je doive mentionner que n'importe quelle avocate te dira que c'est un accord très standard pour les couples avec des disparités de richesse importantes. Nathalie se leva. « J'aimerais parler à Sébastien seul. » Les parents échangèrent des regards, mais Sébastien hocha la tête. « Allons dehors. » Ils sortirent sur la terrasse arrière donnant sur la pelouse soignée qui descendait jusqu'au lac. L'air de novembre était froid, et Sébastien croisa les bras. « Nathalie, je sais que ça semble dur. »« Dur? » Elle se tourna pour lui faire face. « Sébastien, ce document dit essentiellement que je t'épouse pour ton argent et qu'il faut me prévenir légalement de le prendre. »« Non, » dit-il. « Bien sûr que non, mais... » Il hésita. « Nathalie, tu dois comprendre ma position. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai et la richesse de ma famille. C'est leur héritage. Je ne peux pas simplement prétendre que la réalité financière n'existe pas. »« Je ne t'ai jamais demandé de le faire, » dit Nathalie. « Je ne t'ai jamais fait payer quoi que ce soit. Je n'ai jamais laissé entendre que je voulais accéder à ton argent. Je t'ai demandé en mariage avec une bague pour laquelle j'ai économisé pendant 6 mois. J'ai prévu une lune de miel à Portland parce que c'est ce que je peux me permettre. Je n'ai jamais essayé d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et j'aime ça chez toi, » dit Sébastien. Mais sa voix était creuse. « Tu es authentique. Tu es gentille. Tu es vraie. Mais Nathalie, le mariage est aussi un contrat légal, un arrangement commercial d'une certaine manière. Et mes parents ont raison. Nous devons être pratiques. »« Pratique ?» répéta Nathalie. Elle regarda l'homme qu'elle avait prévu d'épouser et vit un étranger. « Quand tu as dit oui à ma demande, quand tu m'as dit que tu m'aimais, est-ce que c'était réel ou est-ce que tu planifiais ça depuis le début? » Les yeux de Sébastien se remplirent de larmes. « C'est réel, je t'aime vraiment. Mais j'aime aussi ma famille et je ne peux pas simplement ignorer leurs préoccupations. Ils ont construit quelque chose d'incroyable et je suis responsable de le protéger. Même si ça signifie que tu ne me fais pas confiance, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'intelligence. » Nathalie hocha lentement la tête. « D'accord. Je vais apporter le document à une avocate. Je vais l'examiner et ensuite je te ferai savoir ma décision. » Elle se retourna pour partir, mais Sébastien attrapa son bras. « Nathalie, s'il te plaît, ne fais pas de ça quelque chose de plus grand que ça ne l'est. C'est juste de la paperasse. Ça ne change pas ce que je ressens pour toi. » Elle regarda sa main sur son bras, puis son visage. « Tu ne crois pas? » Nathalie n'attendit pas de réponse. Elle traversa la maison, passa devant le bureau où les parents de Sébastien discutaient à voix basse et sortit jusqu'à sa voiture. Alors qu'elle s'éloignait du manoir, ses mains tremblaient sur le volant. Il pensait qu'elle était désespérée. Il pensait qu'elle avait tellement besoin de l'argent de Sébastien qu'elle signerait n'importe quoi pour le garder. Il pensait qu'elle était juste une pauvre enseignante qui avait eu de la chance d'attraper un petit ami riche. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le lendemain matin, Nathalie passa 3 coups de fil. Le premier à Jan Morrison, l'avocate qui gérait sa fiducie. Le deuxième à sa conseillère financière, Patricia King, aucun lien de parenté. Le troisième à une amie de la famille qui pratiquait le droit du divorce. Dans l'après-midi, elle était assise dans le bureau de Jan Morrison au centre-ville de Seattle, un espace qui donnait sur Elliott Bay et coûtait probablement plus par mois que le loyer annuel de Nathalie. « Laisse-moi voir ce contrat », dit Jan en ajustant ses lunettes. Nathalie tendit le document. Elle regarda l'expression de son avocate passer de neutre à incrédule à quelque chose proche de la colère. « C'est... » Jeanne leva les yeux. « Nathalie, c'est l'un des accords les plus unilatéraux que j'ai jamais vus.
et je pratique le droit de la famille depuis 30 ans. Si grave? Ce n'est pas juste grave, c'est insultant. Regarde cette clause ici. Ils disent essentiellement que si tu es marié pendant 50 ans et que Sébastien décide qu'il en a assez, tu pars avec rien. Même pas de crédit pour les contributions indirectes que tu aurais pu apporter à sa carrière ou à son bien-être. Et cette section sur les enfants, si vous avez des enfants et divorcés, il obtient le contrôle financier exclusif sur tout ce qui concerne leur éducation. Tu serais essentiellement une visiteuse dans la vie de tes propres enfants. Nathalie se renversa dans sa chaise. Donc je ne devrais pas le signer. Bon sang, non. Tu ne devrais pas le signer. Jeanne posa le document. Mais Nathalie, je dois te demander, veux-tu épouser cet homme? C'était la question, n'est-ce pas? Nathalie avait passé toute la nuit à y penser. Elle avait repassé chaque moment de sa relation avec Sébastien. La première fois qu'ils s'étaient rencontrés, quand il avait ri de ses blagues sur les liaisons moléculaires, le week-end qu'ils avaient passé à faire de la randonnée dans les cascades, quand il avait semblé content de dormir dans une tente et de manger des bars énergétiques, les soirées tranquilles à regarder des films dans son petit appartement, sa tête sur son épaule, lui promettant que c'était tout ce dont il avait besoin. Est-ce que tout cela avait été réel, ou l'avait-il toujours vu comme un projet, une œuvre de charité, quelqu'un avec qui il s'encanailla jusqu'à ce que la réalité s'installe? Je pensais que oui, dit doucement Nathalie. Mais l'homme dont je suis tombée amoureuse ne m'aurait pas demandé de signer ça. L'homme dont je suis tombée amoureuse me voyait comme une égale, pas comme une responsabilité. Jeanne hocha la tête. Alors tu as une décision à prendre. Tu peux partir maintenant, ou... Elle fit une pause. Ou tu peux le signer. Pourquoi le signerais-je? Parce que tu as quelque chose qu'ils ne connaissent pas, dit Jeanne. L'héritage de ton grand-père. Nathalie, si tu signes ce contrat et épouses Sébastien, tes 100 millions de dollars restent entièrement à toi. Les lois sur la communauté de biens ne s'appliquent pas aux actifs que tu apportes dans le mariage. Le contrat protège son argent de toi, mais il protège aussi ton argent de lui. Quand... Nathalie cligna des yeux. Elle n'y avait pas pensé de cette façon. Si vous divorcez, continua Jeanne, il n'obtient rien de ton héritage. Pas un dollar. Pendant ce temps, selon cet accord, tu n'as pas non plus droit à quoi que ce soit de ce qui est à lui. Tu quitterais le mariage exactement comme tu y es entré, sauf que tu serais 100 millions de dollars plus riche qu'il ne le pense. Donc ce contrat... Un sourire lent se dessina sur le visage de Nathalie. Il me protège en réalité plus qu'il ne le protège. Exactement. L'ironie est magnifique, n'est-ce pas? Ils sont tellement concentrés sur la protection de leurs précieux millions qu'ils se sont assurés que tu gardes tes centaines de millions complètement séparés. Nathalie resta avec cette information, sentant quelque chose changer en elle. Elle pensa au visage de Sébastien dans ce bureau, la façon dont il s'était rangé du côté de ses parents, la façon dont il avait réduit leur relation à une transaction commerciale, la façon dont il lui avait essentiellement dit qu'elle n'était pas assez bien. Elle pouvait partir maintenant, annuler le mariage, passer à autre chose, trouver quelqu'un qui l'aimerait pour qui elle était vraiment. Ce serait la solution simple et propre. Ou « Je veux l'épouser », s'entendit dire Nathalie. Jeanne haussa les sourcils. « Tu es sûre? » « Je veux l'épouser et je veux signer le contrat. Nathalie, qu'est-ce que tu prépares? » Nathalie pensa à son grand-père, l'homme qui lui avait appris que la patience était sa propre forme de pouvoir, qui lui avait montré que parfois la meilleure vengeance était simplement de laisser les gens révéler leur vrai caractère. « Je vais être la meilleure épouse possible, » dit Nathalie. « Je vais aimer Sébastien, le soutenir, être là pour lui. Et je vais observer très attentivement pour voir qui il est vraiment. Si l'homme dont je suis tombée amoureuse est toujours là, ou si ses parents l'ont transformé en quelqu'un d'autre. Et si c'est ce dernier cas, alors dans quelques années, quand j'aurai 35 ans et que je pourrai accéder librement à mon héritage, nous verrons comment il gère la vérité. Nous verrons combien ce contrat comptait pour lui quand il réalisera qu'il a épousé quelqu'une qui vaut 100 millions de dollars et qu'il s'est exclu de chaque centime.
Jeanne se renversa dans sa chaise, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Tu sais, ton grand-père aurait adoré ça. » « Il m'a appris à ne jamais laisser les gens me sous-estimer, » dit Nathalie. « Il disait que dès que quelqu'un te montre qui il est vraiment, tu devrais le croire, mais tu devrais aussi lui donner assez de cordes pour se pendre. » C'est étonnamment vindicatif pour une prof de chimie. La chimie, c'est tout sur les réactions, dit Nathalie. Je ne fais que mettre en place l'expérience. Voyons ce qui se passe quand on ajoute de la pression et de la chaleur. Elles passèrent l'heure suivante à examiner le contrat en détail. Nathalie signa où elle devait signer, parapaha où elle devait parapher. Quand ce fut terminé, Jeanne mit le document dans une enveloppe. « Tu devras rapporter ça à Sébastien et ses parents. Je recommande de ne montrer aucune colère ou ressentiment. Joue-là comme si tu avais accepté ta place. »« Ce ne sera pas difficile, » dit Nathalie. « Ils pensent déjà que je n'ai pas d'autres options. » Ce soir-là, Nathalie retourna au manoir Ashford. Cette fois, seul Sébastien était à la maison. Il ouvrit la porte, l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi. « Nathalie, » dit-il, « je n'étais pas sûre que tu reviendrais. » Elle brandit l'enveloppe. « Je l'ai signée. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment? » Mon avocate l'a examiné. Elle a dit que c'était un accord standard pour des gens dans notre situation. Le mensonge vint facilement. Et tu as raison, nous devons être pratiques. Sébastien la prit dans ses bras, le soulagement évident dans chaque ligne de son corps. Merci, mon Dieu, merci. J'avais tellement peur que tu sois en colère. Je ne suis pas en colère, dit Nathalie. Et c'était vrai. Elle n'était pas en colère. Elle était quelque chose de bien plus dangereux. Elle était curieuse, curieuse de voir ce qui allait se passer ensuite, curieuse de voir si Sébastien lui prouverait qu'elle avait tort, curieuse de voir si l'amour qu'elle pensait qu'ils avaient était réel ou juste une autre transaction. Ils restèrent dans l'embrasure de la porte, Sébastien la serrant fort, et Nathalie regarda par-dessus son épaule le manoir au-delà, la richesse, le privilège et la certitude absolue qu'il valait mieux qu'elle. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le mariage eut lieu par un après-midi ensoleillé de mars dans un vignoble de Woodinville. Sébastien portait un costume de créateur qui coûtait plus que le salaire annuel de Nathalie et son père n'avait épargné aucune dépense pour la réception, 300 invités, un groupe en direct, du champagne qui coûtait probablement 500 $ la bouteille. Le côté de Nathalie était nettement plus petit, quelques amis enseignants, d'anciens élèves, sa tante de Californie. Ses parents étaient décédés il y a des années et les vieux amis de son grand-père étaient trop âgés pour voyager. Pendant la réception, Nathalie entendit Richard Ashford parler à un associé d'affaires près du bar. « Ouais, Sébastien a épousé une enseignante, » dit Richard, sa voix portant par-dessus la musique. « Pas ce que nous espérions, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Au moins, nous avons obtenu un contrat en béton armé. La fille n'a rien, donc il n'y a rien à perdre. » Nathalie garda une expression neutre et continua à danser avec son nouveau mari. Il avait l'air beau, rayonnant, sincèrement heureux. Pendant un moment, elle se permit d'espérer que peut-être ça marcherait, peut-être que le contrat avait été l'idée de ses parents. Et maintenant qu'ils étaient mariés, les choses seraient différentes. Ils passèrent leur lune de miel à Portland, comme Nathalie l'avait prévu. Sébastien avait proposé de payer pour Hawaï ou l'Europe, mais Nathalie avait insisté pour respecter son budget. Elle voulait voir comment il gérerait ça, s'il pouvait encore trouver de la joie dans les choses simples, ou si la richesse de sa famille l'avait gâté au-delà de toute réparation. Les 2 premiers jours furent bons. Ils explorèrent Powell's Books, mangèrent dans des food trucks, se promenèrent dans le jardin japonais. Sébastien semblait content, même charmé par l'hôtel modeste que Nathalie avait choisi dans le quartier de Pearl. Mais le 3e jour, il reçut un appel de sa mère. « Tu loges où? » La voix de Patricia était assez forte pour que Nathalie puisse l'entendre de l'autre côté de la chambre. « Sébastien, chérie, pourquoi tu te contentes de si peu? Utilise juste ta carte de crédit et améliore. Prends au moins une suite au Heathman. » Maman sait bien, Nathalie a organisé ça.
Nathalie a organisé une lune de miel avec le budget d'une enseignante, comme c'est romantique. Le sarcasme était épais. Chérie, tu es un Ashford maintenant, légalement. Tu es toujours un Ashford financièrement. Comporte-toi comme tel. Sébastien raccrocha, l'air mal à l'aise. Elle veut bien faire. Vraiment? Demanda doucement Nathalie. Ils n'en reparlèrent plus, mais quelque chose avait changé. Sébastien commença à vérifier son téléphone plus souvent, comparant leurs activités à ce que ses amis postaient de leur lune de miel à Bali et aux Maldives. Le contentement des premiers jours s'évapora, remplacé par une déception agitée qu'il essayait de cacher, mais ne pouvait pas tout à fait gérer. Quand ils rentrèrent à Seattle, la réalité s'installa. Ils emménagèrent dans une maison de ville que Sébastien avait achetée à Capitol Hill, une belle propriété de 3 chambres avec vue sur le centre-ville. Nathalie avait proposé de contribuer à l'hypothèque, mais Sébastien avait balayé l'idée. « C'est mon investissement immobilier », dit-il. « Le contrat est clair. Ce qui est à moi, n'est-ce pas? »« Bien sûr », dit Nathalie. Elle continua à enseigner au lycée Roosevelt, rentrant chaque jour dans une maison qui semblait plus celle de Sébastien que la leur. Il la décora sans demander son avis. Il choisit les meubles, l'or, même la vaisselle. Quand Nathalie suggéra qu'ils choisissent un canapé ensemble, il rit. « Nathalie, sans vouloir t'offenser, mais ton goût est un peu conscient du budget. Je gère ça. » Nathalie regarda Sébastien se transformer en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. L'homme qui avait semblé heureux de manger de la nourriture thaïlandaise dans son petit appartement insistait maintenant sur des réservations dans les restaurants les plus chers de Seattle. L'homme qui avait aimé la randonnée préférait maintenant les cours de spinning dans une salle de sport exclusive qui coûtait 300 $ par mois. L'homme qui lui avait dit que l'amour comptait plus que l'argent semblait maintenant mesurer tout par son prix. Ses parents venaient souvent, et chaque visite était un rappel subtil de la place de Nathalie dans la hiérarchie familiale. « Comment va l'enseignement? » demandait Richard de la façon dont quelqu'un pourrait demander des nouvelles d'un passe-temps plutôt que d'une carrière. « Bien, » disait Nathalie. « Nous commençons une unité sur la thermodynamique. »« Fascinant, » répondait Richard d'un ton qui signifiait exactement le contraire. Puis il se tournait vers Sébastien. « Chérie, je voulais te parler des chiffres du 3e trimestre pour les concessions. Nous envisageons de nous étendre à Spokane et j'aimerais avoir ton avis sur la stratégie marketing. » L'éditeur, les discussions commerciales se déroulaient autour de Nathalie, jamais avec elle. Les décisions financières étaient prises sans qu'elle le sache. Quand le fonds fiduciaire de Sébastien distribua 200 000 $ cet été-là, il acheta une nouvelle BMW sans le mentionner jusqu'à ce que la voiture apparaisse dans leur allée. « Surprise, » dit-il, s'attendant sincèrement à ce qu'elle soit excitée. « Tu as acheté une voiture de 70 000 $ sans me le dire? » demanda Nathalie. « C'est mon argent, » dit Sébastien, sa voix se refroidissant. « Le contrat était clair à ce sujet, tu te souviens? En plus, tu conduis cette vieille Civic. J'avais besoin de quelque chose de fiable. » Nathalie continua à conduire sa Honda de 10 ans. Elle continua à enseigner la chimie au lycée et elle continua à jouer le rôle de l'épouse pauvre qui avait épousé quelqu'un au-dessus de sa condition. Mais dans les coulisses, sa richesse grandissait. Sa conseillère financière, Patricia King, lui envoyait des rapports trimestriels qu'elle examinait dans sa salle de classe pendant les pauses déjeuner. Le marché boursier performait bien. Ses biens immobiliers dans le centre-ville de Seattle s'étaient appréciés de 15 % en seulement 1 an. Son portefeuille valait maintenant 118 millions de dollars et continuait d'augmenter. Elle aurait pu acheter 20 BMW à Sébastien sans sourciller. Elle aurait pu acheter un manoir qui ferait paraître le domaine Ashford modeste, mais à la place, elle corrigeait des copies dans une maison qu'elle ne possédait pas, pendant que la famille de son mari la traitait comme du personnel employé. « Tu joues un jeu dangereux », lui dit Jan Morrison lors d'une de leurs réunions trimestrielles. Elles se rencontraient dans des cafés, jamais au bureau de Jan, pour éviter toute chance que Sébastien le découvre. « Combien de temps comptes-tu maintenir ça? » « Jusqu'à mes 35 ans, dit Nathalie. C'est à ce moment-là que les restrictions de la fiducie de mon grand-père se lèvent.
C'est à ce moment-là que je pourrai prendre mes propres décisions concernant l'argent. C'est dans 3 ans. Tu penses pouvoir maintenir cette mascarade pendant 3 ans de plus? Nathalie sirota son café. Tu sais ce qui est intéressant? Je ne maintiens pas une mascarade. Je suis vraiment moi-même. J'enseigne. Je vis simplement. Je suis une bonne épouse. Sébastien et sa famille sont ceux qui ont créé ce récit, selon lequel je suis inférieure à eux. Je les laisse simplement croire ce qu'ils veulent croire. Et quand tu auras 35 ans, alors nous verrons si Sébastien m'a épousée par amour ou pour l'illusion du contrôle. La première année de mariage passa, puis la deuxième. Nathalie resta patiente, observatrice, prenant note mentalement de chaque affront, chaque commentaire condescendant, chaque moment où Sébastien choisissait l'opinion de sa famille plutôt que leur partenariat. Il y eut aussi de bons moments, ce qui rendait les choses plus compliquées. Les dimanches matins tranquilles où Sébastien semblait redevenir lui-même, riant de ses blagues autour de crêpes. Les soirées où il regardait des films et où il se blottissait contre elle, murmurant qu'il l'aimait. Des moments où Nathalie croyait sincèrement que, peut-être, sous la richesse et le privilège, l'homme dont elle était tombée amoureuse était toujours là, mais ensuite ses parents venaient en visite, ou ses amis passaient avec leur mari banquier d'investissement, ou il recevait sa distribution trimestrielle du fonds fiduciaire et les murs se redressaient. Nathalie redevenait l'épouse enseignante de Sébastien. Un choix excentrique, un projet caritatif, la preuve de son ouverture d'esprit en épousant quelqu'un en dessous de sa condition. Le point de rupture survint en novembre 2026, presque exactement 2 ans après cette première conversation sur le contrat. L'entreprise de Sébastien, la start-up technologique où il travaillait comme directeur marketing, fut rachetée par une plus grande firme. Ses stock options rapportèrent. Il rentra un soir avec des nouvelles qui auraient dû être célébrées ensemble. « Nathalie, tu ne vas pas y croire », dit-il, vibrant presque d'excitation. « L'acquisition est passée. Mes options valaient 2 millions de dollars. Après impôts, je garde environ 750 000 dollars. » « C'est incroyable, » dit Nathalie, et elle le pensait. Elle était sincèrement heureuse de son succès. « Tu as travaillé dur pour ça. » « Je sais, et j'ai réfléchi. » Il sortit son ordinateur portable, ouvrant un site web immobilier. « Regarde cette maison à Medina. C'est juste à côté de chez mes parents. 4 chambres, front de mer, vient d'être mise en vente à 3,2 millions de dollars. Avec mon paiement et mon fonds fiduciaire, je peux me permettre la compte. » Nathalie sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. « Tu veux déménager à Medina? »« Comment? Oh, mon. »« Quoi pas? C'est un excellent investissement et ce serait bien d'être plus proche de la famille. »« Sébastien, mon école est à Seattle. C'est 40 minutes de trajet dans le meilleur des cas. » Il balaya sa main avec désinvolture. « Alors tu feras la navette? Beaucoup de gens le font. Nathalie, c'est une maison de 3,2 millions de dollars. Tu sais de quelle appréciation on parle? C'est de la richesse générationnelle. Et là, ça n'est pas matisa amun. Tu veux dire ta richesse générationnelle? Dit doucement Nathalie. Selon le contrat, je n'y aurais aucun droit. L'expression de Sébastien se durcit. Ne recommence pas avec ça. On en a déjà parlé. Oui, ce serait ma maison, mais tu y vivrais. Tu en bénéficierais. Quel est le problème? Le problème, c'est que tu prends des décisions de vie massives sans même considérer mon avis. Tu ne me demandes pas si je veux déménager. Tu me dis qu'on déménage parce que tu peux te permettre d'acheter une maison. Parce que je peux me le permettre. La voix de Sébastien s'éleva. Nathalie, je t'aime, mais soyons réalistes ici. Tu gagnes 62 000 $ par an maintenant. Je viens de gagner plus avec un seul paiement d'action que tu ne gagneras dans la prochaine décennie d'enseignement. On ne prend pas de décision à 50-50 quand la contribution financière est à 90-10. Voilà. La vérité autour de laquelle il avait dansé pendant 2 ans, enfin prononcée à haute voix. Nathalie se leva du canapé. « J'ai besoin d'aller marcher. »
Nathalie, ne sois pas dramatique. Je ne suis pas dramatique. J'ai juste besoin d'air. Elle sortit de la maison et conduisit jusqu'à Discovery Park, où elle s'assit sur un banc surplombant Puget Sound. Alors que le soleil se couchait, son téléphone vibra avec des messages de Sébastien. D'abord des excuses, puis de la défensive, puis de la colère qu'elle ne répondait pas. Elle pensa à son grand-père, décédé en croyant que Nathalie utiliserait l'héritage sagement, qui avait bâti cette fortune à partir de rien, travaillant des emplois que Richard Ashford aurait considérés comme indignes de lui, qui lui avait appris que la richesse était un outil, pas une identité. « L'argent ne te rend pas meilleur que quiconque », lui avait dit son grand-père une fois. « Il révèle simplement qui tu es déjà. Quand tu recevras cet héritage, observe comment les gens te traitent. Ceux qui t'aiment quand tu n'as rien sont ceux qui valent la peine d'être gardés. » Sébastien ne l'avait pas aimée quand il pensait qu'elle n'avait rien. Il l'avait aimée malgré ça, la voyant comme un projet, une bonne action, la preuve de sa propre magnanimité. Et maintenant, avec sa propre richesse qui grandissait, il avait arrêté même de prétendre qu'ils étaient égaux. Nathalie sortit son téléphone et appela John Morrison. « Je veux connaître mes options », dit Nathalie quand son avocate répondit. « Pas pour le divorce. Pas encore. Mais je veux savoir ce qui se passe quand j'aurai 35 ans. Que puis-je faire avec l'héritage? À quel point cela doit-il être public? Légalement, une fois que tu atteins 35 ans, les restrictions de la fiducie se lèvent, expliqua Jeanne. Tu peux le dépenser, l'investir, le donner, ce que tu veux. Mais Nathalie, si tu es toujours mariée à Sébastien, il va finir par le découvrir. Les registres de propriété sont publics. Les investissements majeurs laissent des traces papier. Tu ne peux pas rester secrètement riche pour toujours. « Je ne veux pas rester secrètement riche pour toujours, » dit Nathalie. « Je veux juste contrôler quand et comment il le découvre. »« Pourquoi? Qu'est-ce que tu prépares? » Nathalie regarda le coucher de soleil peindre le détroit dans des teintes d'orange et d'or. « Je prévois de lui donner exactement ce qu'il a demandé. Un mariage où l'argent compte plus que le partenariat, où la contribution financière détermine la valeur. Je vais le laisser vivre dans cette réalité pendant un moment. Et ensuite, je vais lui montrer ce qu'il a vraiment choisi. » Au cours des 6 mois suivants, Sébastien acheta la maison à Medina. Nathalie fit la navette de 45 minutes dans chaque sens jusqu'au lycée Roosevelt, partant avant l'aube et rentrant après la tombée de la nuit. La nouvelle maison était magnifique. Parquet, cuisine gastronomique, suite principale plus grande que son ancien appartement, mais elle ressemblait à un musée, pas à un foyer. Tout était blanc, immaculé et cher, et Nathalie avait peur de toucher quoi que ce soit. Les parents de Sébastien venaient maintenant chaque semaine puisqu'ils habitaient à seulement 10 minutes. Richard parcourait la maison en hochant la tête avec approbation devant l'investissement de son fils. Patricia organisait des dîners où Nathalie était présentée comme l'épouse de Sébastien, sans mention de ce qu'elle faisait, comme si être enseignante était trop embarrassant pour être reconnue. Lors d'un dîner particulièrement horrible en avril 2027, Nathalie entendit Sébastien parler à ses amis d'université dans la cuisine. « Je veux dire, j'aime Nathalie, évidemment, » disait Sébastien. « Mais parfois, je me demande ce que ça aurait été d'épouser quelqu'un à mon niveau, tu sais. Genre, quand j'ai reçu le paiement de l'acquisition, j'étais tellement excitée de lui dire. Et sa première réaction a été l'inquiétude pour son trajet. Pas de félicitations. Pas de célébration, juste de l'inquiétude pour son petit travail d'enseignante. » Ses amis firent des bruits sympathiques. « Tu es tellement patiente avec elle, » dit l'une d'elles. « Je ne pense pas que je pourrais gérer la disparité de revenus. »« Eh bien, le contrat aide, » dit Sébastien en riant. « Au moins je sais qu'elle n'est pas là pour l'argent. Elle ne peut littéralement rien obtenir, même si elle le voulait. » Nathalie posa son verre de vin et sortit de la maison. Elle conduisit jusqu'à Seattle, jusqu'à son ancien quartier de Greenwood, et se gara devant son ancien immeuble. Le restaurant thaïlandais était toujours là, et les mêmes odeurs montaient de la rue. Elle se souvenait d'avoir été heureuse ici. Pauvre mais heureuse. Elle sortit son téléphone et regarda son relevé de portefeuille, le plus récent. 114 millions de dollars. Elle pouvait acheter tout cet immeuble en liquide. Elle pouvait acheter tout le pâté de maison.
Elle pouvait faire un chèque pour plus d'argent que la famille de Sébastien n'en avait probablement gagné en 3 générations de concessions automobiles. Mais elle ne le fit pas. À la place, elle retourna à Medina, à la maison qui ne serait jamais la sienne, et dormit dans la chambre d'amis parce que Sébastien dormait déjà et qu'elle ne supportait pas l'idée de s'allonger à côté de lui. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint en septembre 2027, 3 mois avant le 35e anniversaire de Nathalie. Sébastien annonça au dîner qu'il était enceinte. Nathalie le fixa, traitant la nouvelle. « Tu es enceinte? » « 12 semaines, dit-il, rayonnant. Je voulais attendre le 2e trimestre pour te le dire. J'ai déjà dit à mes parents. Ils sont ravis. Tu l'as dit à tes parents avant de me le dire. Je leur ai dit quand j'étais à 6 semaines. J'avais besoin de le dire à quelqu'un, et tu as été tellement distante dernièrement. Il tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. Nathalie, c'est une bonne nouvelle. Nous allons être parents. Nathalie aurait dû être heureuse, elle aurait dû être ravie, mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le contrat, la clause sur les enfants, la disposition qui donnait à Sébastien le contrôle financier complet sur tous les enfants qu'ils auraient. « Sébastien, » dit-elle prudemment, « as-tu pensé à comment ça change les choses avec ton travail, avec nos finances? Je prendrai un congé de paternité, évidemment, mais mon entreprise a d'excellents avantages, entièrement payés pendant 4 mois. Et mon fonds fiduciaire aidera à couvrir la garde d'enfants si nous en avons besoin. Ne t'inquiète pas pour l'aspect financier. Je gère tout. Et ce que je veux? Mon avis sur la façon dont nous élevons cet enfant? » Sébastien fronça les sourcils. « Bien sûr que tu auras ton mot à dire. Tu es la mère. Mais Nathalie, soyons pratiques. Je gagne l'argent, donc je prendrai les décisions financières majeures. C'est juste la réalité. Ça ne veut pas dire que je ne te valorise pas. » Nathalie se leva de table. « Je dois te montrer quelque chose. »« Quoi encore? » »« Nathalie, je viens de te dire qu'on attend un bébé. »« Maintenant, » dit-elle fermement. « Prends ton manteau. On va faire un tour. » Sébastien parut confus mais la suivit jusqu'au garage. Nathalie monta dans sa vieille Honda Civic et Sébastien grimpa à côté d'elle, toujours perplexe. « Où va-t-on? »« Tu verras. » Elle conduisit jusqu'à Seattle, au quartier de Greenwood, à son ancien immeuble. Puis elle continua à conduire, lui faisant faire une visite qu'il n'avait jamais demandée. Elle lui montra la maison où elle avait grandi, un modeste bungalow à Ballard que ses parents avaient acheté dans les années 1990. Elle lui montra le cimetière où ses parents et son grand-père étaient enterrés. Elle lui montra le lycée Roosevelt, où elle avait travaillé pendant une décennie, où elle avait enseigné à des milliers d'élèves la chimie et peut-être occasionnellement comment croire en eux-mêmes. « Nathalie, qu'est-ce que c'est? » demanda Sébastien. « Une sorte de visite nostalgique? Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec... »« C'est qui je suis? » dit doucement Nathalie. « C'est d'où je viens. Ces quartiers, ces gens, cette vie. Et pendant 2 ans, tu as traité tout ça comme si c'était inférieur, comme si j'étais inférieure. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire, tu le montres tous les jours, quand tu prends des décisions sans moi, quand tu me présentes à tes amis comme si j'étais un accessoire. Quand tu dis aux gens que je suis juste une enseignante, comme si c'était quelque chose pour lequel s'excuser. Quand tu dis à tes parents qu'on attend un bébé avant de me le dire. » Sébastien resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit doucement, « Nathalie, je suis désolée si je t'ai fait te sentir comme ça, mais tu dois comprendre. J'ai été élevée dans un certain monde. L'argent compte, le succès compte, et j'essaie de construire quelque chose ici, une vie pour notre famille. Et parfois ça signifie que je dois prendre des décisions difficiles. »« Des décisions difficiles, » répéta Nathalie. « Comme décider que notre bébé grandira à Medina entouré de richesses et de privilèges, apprenant que certaines personnes comptent plus que d'autres à cause de la taille de leur compte en banque. »« Est-ce vraiment si mal? » demanda Sébastien. « Tu préférerais que notre enfant grandisse en difficulté, se demandant d'où viendra le prochain repas, vivant de chèque de paie en chèque de paie? »
Je préférerais que notre enfant grandisse en sachant que les gens ont de la valeur au-delà de leur valeur nette, dit Nathalie. Qu'une enseignante peut être tout aussi importante qu'un PDG, que le succès ne se mesure pas seulement en dollars. Sébastien regarda par la fenêtre les rues sombres. « Tu es naïve. Le monde ne fonctionne pas comme ça. » Ton monde ne fonctionne pas comme ça, corrigea Nathalie. Mais il y a d'autres mondes, d'autres façons de vivre. Et j'ai été patiente pendant 2 ans, attendant de voir si tu te souviendrais de ça, attendant de voir si l'homme dont je suis tombée amoureuse était toujours là quelque part. Et la voix de Sébastien était tranchante. « Quelle est ta conclusion? Je ne suis pas assez bien pour toi? Moi, avec mon fonds fiduciaire et ma carrière et ma maison et ma famille. » Nathalie se gara devant la maison de Medina, sa maison, comme il ne manquait jamais de le lui rappeler. Elle coupa le moteur et regarda son mari. Vraiment, le regarda. Peut-être pour la première fois depuis des mois. « Je vais te dire quoi? » dit-elle. « Arrivons jusqu'à mon 35e anniversaire, le 1er décembre, dans 3 mois. Et ensuite nous aurons une vraie conversation sur notre mariage, sur notre avenir, sur le genre de vie que nous voulons construire pour ce bébé. Pourquoi ton anniversaire spécifiquement? Parce que c'est à ce moment-là que certaines choses vont changer, dit Nathalie, et je veux voir comment tu gères ça. Sébastien la fixa, confus et légèrement effrayé. Nathalie, tu me fais peur. Qu'est-ce qui va changer? Elle sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. Tout, absolument tout. Ils entrèrent dans la maison et Sébastien alla directement au lit, prétextant la fatigue de la grossesse. Nathalie s'assit dans le salon, son salon, et compta les jours jusqu'au 1er décembre, 93 jours jusqu'à son 35e anniversaire, 93 jours jusqu'à ce que Sébastien Ashford apprenne qu'il avait épousé une femme qui valait 100 millions de dollars, 93 jours jusqu'à ce que le contrat dont il avait été si fier devienne la plus grande erreur de sa vie. Nathalie sortit son téléphone et envoya un message à Jen Morrison. « Commence à préparer les papiers. Le 2 décembre, je veux déplacer 50 millions de dollars vers des actifs visibles, propriétés, investissements, fondations caritatives, tout en règle et impossible à manquer. Voyons comment il réagit quand la pauvre enseignante devient l'épouse riche. » Jeanne répondit immédiatement. « Tu es sûre? » Nathalie regarda autour de la maison immaculée, pensant au bébé qui grandissait à l'intérieur de son mari, pensant à 2 ans de condescendance et de rejet et d'être traitée comme si elle ne comptait pas. « Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie, » écrivit-elle en retour. L'expérience était presque terminée. Bientôt, elle aurait les résultats. Et quelque chose lui disait que Sébastien n'allait pas les aimer. Le 35e anniversaire de Nathalie tombait un mardi. Elle se réveilla tôt, comme toujours pour l'école, mais ce matin était différent. Aujourd'hui, les restrictions de la fiducie se levaient. Aujourd'hui, elle pouvait enfin accéder et contrôler son héritage librement. Aujourd'hui, tout changeait. Sébastien dormait encore, sa main reposant sur son ventre arrondi. Il était maintenant à 5 mois de grossesse, suffisamment pour que ses amis lui aient organisé une somptueuse baby shower la semaine précédente. Nathalie y avait assisté, avait souri poliment et avait écouté d'interminables conversations sur les designers de chambres d'enfants et les poussettes à 2000 $, pendant que les amis de Sébastien plaisantaient sur le fait que Nathalie devrait donner des cours d'été pour se permettre les couches. Elle n'avait rien dit, s'était contentée de sourire et d'attendre. Maintenant, alors que l'aube se levait sur le lac Washington, Nathalie s'habilla et conduisit jusqu'au lycée Roosevelt. Elle donna ses cours habituels, expliquant les réactions d'oxydoréduction à des élèves de seconde, aidant un élève en difficulté à comprendre la stéchiométrie, déjeunant dans sa salle de classe en corrigeant des travaux pratiques. Pour quiconque observait, c'était juste un autre mardi pour Nathalie King, la prof de chimie sous-payée. Mais à 15h15, quand la dernière sonnerie retentit et que ses élèves sortirent, Nathalie ferma la porte de sa salle de classe et passa un appel téléphonique. « Jeanne, c'est fait. J'ai 35 ans. »« Joyeux anniversaire, » dit son avocate. « Prête pour la phase 2? Allons-y. »
Au cours des 3 heures suivantes, pendant que Sébastien pensait que Nathalie était à une réunion de professeurs, elle était assise dans le bureau de Jane Morrison et signait des papiers. Tellement de papiers. Elle établit la fondation de la famille King avec un financement initial de 20 millions de dollars dédié à fournir des bourses d'études aux élèves de familles à faible revenu poursuivant des carrières en STEM. La fondation serait publique, avec Nathalie listée comme fondatrice et présidente. Elle acheta une propriété à Madison Park, une maison en front de mer avec 6 chambres, un bureau à domicile et une maison d'hôtes séparée. Prix 8,25 millions de dollars payés comptant. L'acte serait enregistré publiquement dans les 48 heures. Elle investit 15 millions de dollars dans un portefeuille d'actions de premier ordre sous son propre nom, plus caché dans la structure de la fiducie. Elle donna 5 millions de dollars au département des sciences du lycée Roosevelt, le plus gros don individuel de l'histoire de l'école. Chaque transaction était légale, conforme et complètement traçable. D'ici la fin de la semaine, quiconque rechercherait le nom de Nathalie King trouverait une image très différente de l'enseignante en difficulté que Sébastien pensait avoir épousée. L'annonce de la fondation devient publique demain matin, dit Jeanne. Le Seattle Times publie un article à ce sujet. Femme d'affaires et éducatrice locale établit un fonds de bourse de plusieurs millions de dollars. Ils veulent t'interviewer. Bien, dit Nathalie. Assure-toi qu'ils mentionnent que je suis professeur de chimie à Roosevelt et que je suis mariée à Sebastian Ashford. Ils le feront. Nathalie, es-tu prête pour ce qui va se passer ensuite? Nathalie pensa à 2 ans de condescendance, 2 ans d'être traitée comme une œuvre de charité, 2 ans à regarder l'homme qu'elle aimait se transformer en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Je suis prête. Elle rentra à Medina alors que le soleil se couchait. La BMW de Sébastien était dans l'allée, ainsi que la Mercedes de ses parents. Génial. Un public. Nathalie entra dans la maison pour trouver Sébastien, Richard et Patricia dans le salon, regardant des échantillons de peinture pour la chambre d'enfants. « Te voilà, » dit Sébastien. « Où étais-tu? Je t'ai envoyé 3 textos. »« La réunion de professeurs a duré longtemps, » dit Nathalie. « Puis j'avais des courses. » Richard leva à peine les yeux. « Sébastien, je pense toujours que tu devrais faire la chambre d'enfants en verre sauge. C'est neutre et ça se photographie bien pour les réseaux sociaux. » « Papa a raison, » ajouta Patricia. « Quand tu postes des photos, tu veux que ça ait l'air élégant, pas trop enfantin. » Nathalie posa son porte-document. « En fait, j'ai des nouvelles à propos de la chambre d'enfants. » 3 paires d'yeux se tournèrent vers elle. « Nous n'aurons pas besoin de la peindre, » continua Nathalie. « Nous déménageons. » Sébastien rit. « De quoi tu parles? Nous venons juste d'acheter cette maison il y a 1 an. »« Tu as acheté cette maison, » corrigea gentiment Nathalie. « Et tu la garderas. Mais j'ai acheté une maison différente pour nous à Madison Park. » Silence. « Nathalie, » dit lentement Sébastien. « De quoi tu parles? Tu ne peux pas te permettre... Je l'ai acheté cet après-midi. 6 chambres, front de mer, beaucoup d'espace pour le bébé. Nous pouvons emménager le mois prochain. » Richard se leva. « C'est une blague? Gamine, tu gagnes 62 000 $ par an. Tu ne peux pas te permettre une maison à Madison Park. Tu as joué? Contracté des prêts que tu ne peux pas rembourser? » « Pas de prêt, » dit Nathalie. « J'ai payé comptant. 8,5 millions de dollars. » La pièce devint complètement silencieuse. « Nathalie, ce n'est pas drôle, » dit Sébastien, son visage devenu pâle. « Ce n'est pas une blague. » Nathalie sortit son téléphone et leur montra l'acte, déjà signé et notarié. « C'est fait. La maison est à moi. Enfin, la mienne selon la loi de la communauté de biens, ce qui signifie techniquement qu'elle est à nous. Mais le contrat sur lequel tu as insisté signifie que tu n'y as aucun droit si nous divorguons. Ironique, n'est-ce pas? » Patricia agrippa le bras de son mari. « C'est de la folie. D'où aurais-tu 8,5 millions de dollars? »« De mon héritage, » dit simplement Nathalie. « Mon grand-père est décédé en 2022 et m'a tout laissé. Environ 100 millions de dollars en actions, obligations et biens immobiliers. Je l'ai géré discrètement pendant les 2 dernières années et demie, le regardant croître. Il vaut environ 117 millions de dollars maintenant. »
Sébastien se leva, sa main sur son ventre. Non, non, tu mens. Tu es enseignante. Tu conduis une... Tu vis... Nous avons signé un contrat parce que tu n'avais rien. J'avais rien dont tu savais, corrigea Nathalie. Le contrat protège tes actifs de moi. Tu te souviens? Il protège aussi mes actifs de toi. Chaque centime de mon héritage reste complètement séparé. Tu t'es assuré de ça. Le visage de Richard était devenu d'une teinte alarmante de rouge. Tu nous as menti pendant 2 ans. Je n'ai pas menti une seule fois, dit calmement Nathalie. Je t'ai dit que j'étais professeur de chimie. Je le suis. Je t'ai dit que je vivais dans un petit appartement et que je conduisais une vieille voiture. C'était vrai. Je n'ai jamais prétendu être autre chose que ce que j'étais. C'est vous qui avez fait des suppositions. Vous qui avez décidé de ma valeur en fonction de mon salaire et de mon code postal. Mais le contrat, chuchota Sébastien. Nathalie, si tu avais de l'argent depuis le début, pourquoi l'as-tu signé? Pourquoi nous as-tu laissé te traiter comme... Il s'arrêta. Mais Nathalie termina la phrase pour lui. Comme si j'étais inférieure à vous. Comme si j'avais de la chance d'épouser la famille Ashford. Comme si j'avais besoin d'être contrôlée, contenue et maintenue à ma place. Sa voix était douce, mais il y avait de l'acier en dessous. Parce que je voulais voir qui tu étais vraiment, Sébastien. Je voulais savoir si tu m'aimais pour moi ou si tu aimais l'idée d'être magnanime. Je voulais voir si tu pouvais être heureux avec quelqu'un que tu pensais n'avoir rien. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Sébastien. Je t'aime. Tu aimes la version de moi qui te fait te sentir supérieure, dit Nathalie. Tu aimes avoir une épouse que tu peux gérer et contrôler. Tu aimes être celle qui a tout le pouvoir dans la relation. Elle fit une pause. Mais c'est fini maintenant. Patricia s'était remise de son choc et avait maintenant l'air furieuse. Tu l'as manipulé. Tu l'as trompé pour qu'il t'épouse sous de faux prétextes. Vraiment? Nathalie se tourna vers elle. Sian, c'est Sébastien qui a exigé un contrat. C'est Sébastien qui a fait de notre mariage une transaction commerciale. J'ai juste protégé mes actifs de la même façon qu'il a protégé les siens. N'est-ce pas ce que tu m'as dit de faire, Patricia? Être pratique. Ça... c'est différent, bégaya Richard. Tu nous as laissé croire. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire, interrompit Nathalie. Que les pauvres sont en quelque sorte moins dignes, qu'une enseignante ne pouvait pas avoir de valeur au-delà de son salaire, que l'argent égale la valeur. Je vous ai laissé vivre dans cette réalité pendant 2 ans. Comment était-ce? Sébastien se laissa retomber sur le canapé, ses mains tremblantes. La fondation. J'ai vu quelque chose sur mon fil d'actualité plus tôt à propos d'une fondation de la famille King. C'était toi. 20 millions de dollars pour des bourses en STEM, confirma Nathalie. Ça devient public demain. Le Seattle Times publie un article. Ils sont très intéressés par la prof de chimie qui donne des millions pour aider des enfants comme ceux que j'enseigne. Tu vas nous humilier? Dit doucement Patricia. Tout le monde va savoir, tous nos amis, tous nos associés d'affaires. Ils sauront que nous t'avons fait signer un contrat alors que tu valais 100 fois ce que nous valons. En fait, dit Nathalie, la chaîne de concession de la famille Ashford vaut environ 45 millions de dollars au total, selon les évaluations commerciales publiques que j'ai consultées. Donc je vaux un peu plus du double de ce que vous valez. Pas 100 fois, soyons précises. Le fait que Nathalie ait recherché leur valeur nette sembla les déranger plus que tout le reste. Richard s'assit lourdement. « Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? C'est un plan élaboré pour renégocier le contrat? » « Je ne veux pas de ton argent, » dit Nathalie. « Je n'en ai jamais voulu. C'était tout le propos. »« Alors, qu'est-ce que tu veux? » demanda Sébastien, sa voix se brisant. Nathalie regarda son mari, l'homme qu'elle avait épousé, le parent de son enfant à naître, la personne qui avait passé 2 ans à lui montrer exactement qui il était quand il pensait avoir tout le pouvoir. « Je veux de l'honnêteté, » dit-elle. « Je veux savoir s'il reste une partie de l'homme dont je suis tombée amoureuse,
L'homme qui riait de mes blagues dans ce petit appartement. L'homme qui disait qu'il ne se souciait pas de l'argent. L'homme qui promettait d'être mon partenaire, pas mon bienfaiteur. Sébastien pleurait ouvertement maintenant. « Nathalie, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'ai pas réalisé. Je ne voulais pas te faire sentir. » « Mais tu l'as fait, » dit Nathalie. « Chaque jour pendant 2 ans, tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez. Tes parents m'ont fait sentir que j'étais un fardeau qu'ils toléraient gracieusement. Et le pire, tu les as laissés faire. Tu étais d'accord avec eux. » « J'avais tort, » dit Sébastien. « Nathalie, j'avais tellement tort. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. » Nathalie sortit un dossier de son porte-documents, des papiers que Jeanne avait préparés cet après-midi. « Ce sont des papiers de divorce. Je ne les dépose pas encore, mais ils sont prêts. » Le visage de Sébastien devint blanc. « Tu me quittes? Je suis enceinte de ton enfant. »« Et je serai une mère pour cet enfant, quoi qu'il arrive entre nous, » dit fermement Nathalie. « Le contrat rend ça compliqué puisque tu as le contrôle financier sur tous les enfants que nous avons, mais mon avocate m'assure que nous pouvons trouver un arrangement. Garde partagée, accord de coparentalité, je serai là pour mon enfant, Sébastien, toujours. » « Mais pas pour moi? » Sa voix était petite, brisée. Nathalie s'assit en face de lui. « Ça dépend de toi. Je te donne un choix maintenant, le même choix que tu m'as donné il y a 2 ans. Nous pouvons rester mariés, mais ça doit être un vrai mariage, partenaires égaux. Plus de décisions prises sans l'autre personne. Plus de me traiter comme si j'étais inférieure. Plus de laisser tes parents dicter nos vies. »« N'importe quoi, » dit rapidement Sébastien. « Je ferai n'importe quoi. » « Ou, » continua Nathalie, « nous pouvons divorcer. Diviser tout selon le contrat, ce qui signifie que tu gardes tes actifs et je garde les miens. Nous coparentons notre enfant. Nous passons à autre chose avec nos vies. Tu peux trouver quelqu'un que tes parents approuvent, quelqu'un qui correspond mieux à ton monde. » Richard se leva. « Maintenant, attends 1 minute. Tu ne peux pas juste venir ici et... »« Si, elle peut, » dit doucement Sébastien. Il regardait Nathalie avec quelque chose comme de la reconnaissance dans les yeux, la voyant peut-être pour la première fois comme une personne réelle plutôt qu'un projet. « Elle peut absolument faire ça parce que je l'ai demandé. J'ai fait de notre mariage une transaction commerciale. Je l'ai traitée comme une employée au lieu d'une épouse, et elle me donne le même respect que je lui ai donné. » Il fit une pause, ce qui n'est aucun. Patricia commença à dire quelque chose, mais Sébastien leva la main. « Maman, papa, j'ai besoin que vous partiez. »« Sébastien, tu es bouleversé. Tu ne devrais pas prendre de décision quand tu es émotionnel. J'ai dit, partez. » La voix de Sébastien était maintenant ferme, avec une autorité que Nathalie n'avait pas entendue depuis des années. « C'est mon mariage, mon gâchis, et j'ai besoin de le réparer sans vous ici. » Les Ashford échangèrent des regards, mais ils rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers la porte. Richard s'arrêta en sortant, regardant Nathalie. « Tu nous as joué, » dit-il. « Non, » répondit Nathalie. « Je vous ai juste laissé me montrer qui vous étiez. » Et je m'en suis souvenu. Quand ses parents furent partis, Sébastien et Nathalie restèrent assis en silence pendant un long moment. Finalement, il prit la parole. « J'ai été horrible avec toi. »« Oui, » acquiesça Nathalie. « Il n'y avait aucun intérêt à adoucir les choses. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Quand j'ai cessé d'être la personne qui ne se souciait pas de l'argent. Quand j'ai commencé à tout mesurer parce que ça coûtait. » Il essuya ses yeux. « Mes parents m'ont élevé pour valoriser la richesse au-dessus de presque tout. Et quand je t'ai rencontré, j'ai pensé que j'avais échappé à ça. J'ai pensé que j'étais meilleure que ça. Mais dès qu'ils ont remis en question notre relation, j'ai plié. Je les ai laissés me convaincre que leur façon était de la bonne. »« Tu as fait plus que plier, » dit Nathalie. « Tu es devenu eux. Tu es devenu exactement ce que tu disais ne pas vouloir être. » Sébastien hocha la tête, acceptant cela. « Si tu divorces de moi, je comprendrai. Je le mérite. »« Probablement, » acquiesça Nathalie. « Mais il y a un bébé qui arrive, et j'aimerais au moins essayer de faire fonctionner ça avant d'abandonner complètement. »« Pourquoi? » demanda Sébastien. « Après tout ce que j'ai fait, pourquoi voudrais-tu essayer? »
Nathalie pensa à son grand-père, aux leçons sur la patience et le caractère, à la croyance que les gens pouvaient changer s'ils le voulaient vraiment. « Parce qu'il y a 2 ans, il y avait un homme que j'aimais, » dit-elle. Un homme qui était gentil, drôle, et qui ne se souciait pas que je vive dans un appartement de 55 mètres carrés. J'espère qu'il est toujours là quelque part. J'espère qu'il veut revenir. Sébastien tendit la main pour prendre la sienne. Il est là, Nathalie. Il l'est vraiment. Mais je ne sais plus comment être lui. Alors nous allons le découvrir ensemble, dit Nathalie. Mais ça doit être ensemble, vraiment ensemble. Pas toi prenant des décisions et moi suivant. Pas tes parents dirigeant nos vies. Pas l'argent déterminant qui a le pouvoir dans cette relation. Comment on fait ça? Nathalie sortit son téléphone et lui montra des photos de la maison de Madison Park. Nous commençons par déménager loin de tes parents dans un espace qui est le nôtre. Ensuite, nous établissons des limites. Tes parents ne peuvent pas commenter mon travail, ma voiture, mes choix de vie. Ils ne peuvent pas prendre de décisions concernant notre enfant. Nous sommes une famille, toi, moi et le bébé. Pas une extension de l'Empire Ashford. Sébastien regarda les photos et quelque chose comme de l'espoir traversa son visage. C'est magnifique. Mais Nathalie, 8,5 millions de dollars. Tu as dépensé ça pour une maison pour nous? Pour toi, corrigea Nathalie. Pour le bébé. Parce que même après 2 ans d'être traitée comme si je ne comptais pas, je t'aime encore assez pour vouloir que tu sois à l'aise. Je veux encore que tu sois heureux. Je ne te mérite pas, chuchota Sébastien. Peut-être pas maintenant, dit Nathalie. Mais peut-être que tu peux le gagner. Peut-être que nous pouvons tous les deux devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Ils restèrent assis ensemble dans le salon de la maison qui ne serait jamais la leur, main dans la main, sentant leur bébé bouger entre eux, et essayèrent d'imaginer un avenir différent. Le lendemain matin, le Seattle Times publia l'article sur la fondation de la famille King. À midi, le téléphone de Nathalie était inondé d'appels. Des reporters voulant des interviews, d'anciens élèves envoyant des félicitations, des collègues de Roosevelt exprimant leur choc et leur incrédulité. L'appel le plus intéressant vint de Richard Ashford. « Je veux m'excuser, » dit-il d'une voix raide. « Pourquoi spécifiquement? » demanda Nathalie, ne lui facilitant pas les choses. Une longue pause. « Pour t'avoir sous-estimé, pour t'avoir traité comme inférieur, pour avoir influencé mon fils à faire de même. » Tu t'excuses parce que tu le penses vraiment ou parce que je ne suis plus pauvre? Une autre pause, plus longue cette fois. Je m'excuse parce que je me suis trompée sur ton caractère. L'argent... Eh bien, l'argent prouve juste que je me suis trompée sur tout. L'argent ne prouve rien sur mon caractère, dit Nathalie. J'étais la même personne quand tu pensais que j'étais pauvre. C'est le propos, Richard. Je n'ai pas changé. Ton traitement de moi a changé. Je comprends ça maintenant. Vraiment? Parce que je ne suis pas convaincue. Je pense que tu t'excuses parce que c'est embarrassant d'avoir eu si tort, pas parce que tu as vraiment appris quelque chose sur le fait de juger les gens en fonction de leur compte en banque. La voix de Richard se durcit. Que veux-tu de moi, Nathalie? Du sang? Je veux que tu sois un meilleur grand-père que tu n'as été beau-père, dit Nathalie. Je veux que tu enseignes à mon enfant que les gens ont de la valeur au-delà de leur valeur nette. Je veux que tu respectes les gens qui gagnent moins d'argent que toi. Peux-tu faire ça? Je peux essayer. Alors, nous commencerons là, dit Nathalie. Mais Richard, si jamais tu parles à ou de Sébastien de la façon dont tu m'as parlé et parlé de moi ces 2 dernières années, c'est fini. Tu ne verras pas ton petit enfant. Tu ne feras pas partie de nos vies. Sommes-nous clairs? Parfaitement clairs. Nathalie raccrocha, se sentant à la fois satisfaite et épuisée. Enseigner des leçons aux gens était plus difficile qu'enseigner la chimie. Au cours du mois suivant, Nathalie et Sébastien emménagèrent dans la maison de Madison Park. Ils installèrent une chambre d'enfant ensemble, choisissant les couleurs de peinture et les meubles en équipe. Ils établirent des limites avec ses parents, des dîners hebdomadaires, oui,
mais plus de visites impromptues ou de discussions d'affaires excluant Nathalie. Sébastien alla en thérapie, travaillant sur ses problèmes avec l'argent et le statut. Il commença à demander à Nathalie comment s'était passée sa journée et à vraiment écouter les réponses. Il rencontra les amis enseignants de Nathalie pour un café et ne compara pas leur vie à celle de ses amis du monde des affaires. Petit pas, mais réel. Nathalie continua à enseigner, mais elle commença aussi à travailler sur la fondation de la famille King. Les premiers bénéficiaires de bourses furent annoncés en janvier. 10 élèves de famille à faible revenu, chacun recevant une bourse complète pour étudier les STEM dans des universités à travers le pays. Nathalie rencontra personnellement chacun d'eux, et quand ils demandèrent comment elle avait accumulé autant de richesses, elle leur dit la vérité. « Mon grand-père avait 3 emplois et investissait sagement, dit-elle. Il m'a appris que la richesse est une responsabilité, pas une identité. Que l'argent est un outil pour aider les autres, pas une arme pour les blesser. Et que la chose la plus importante que tu puisses faire avec des ressources est de les partager avec les gens qui en ont besoin. » Le bébé naquit en mars 2028, une fille qu'ils nommèrent Grace King. Les parents de Sébastien étaient là à l'hôpital, convenablement humbles et respectueux. Richard tenait sa petite fille avec des larmes aux yeux, et pour la première fois depuis que Nathalie l'avait rencontré, il ressemblait à un être humain plutôt qu'à un magnat des affaires. « Elle est parfaite, » chuchota Richard. « Elle l'est, » acquiesça Nathalie. « Et elle va grandir en sachant que son grand-père était un homme d'affaires prospère, sa grand-mère est philanthrope, sa mère est directrice marketing, et sa mère est professeure de chimie. Toutes ces choses sont également précieuses. Toutes ces choses comptent. » Richard croisa son regard. « Compris. » Quand ils ramenèrent Grace à la maison de Madison Park, Nathalie se tint dans la chambre d'enfant tenant sa fille pendant que Sébastien dormait dans le couloir. Elle pensa à son grand-père, au voyage qui l'avait amené ici, aux leçons qu'elle avait apprises sur l'amour, l'argent et ce qui comptait vraiment. « Ton arrière-grand-père t'aurait adoré, » chuchota-t-elle à Grace. « Il m'a appris que la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est devenir tellement réussi que les gens qui doutaient de toi doivent vivre en sachant qu'ils avaient tort. Mais il m'a aussi appris quelque chose d'encore plus important. Que le pardon est possible si les gens sont prêts à changer. Ta mère essaie de changer, tes grands-parents essaient. Et j'essaie d'être assez patiente pour les laisser faire. » Grace bâilla et se blottit plus près de sa poitrine. « Je vais t'enseigner la chimie, » continua doucement Nathalie. « Comment les réactions fonctionnent, comment la pression et la chaleur créent le changement, comment certains liens sont plus forts que d'autres, mais je vais aussi t'enseigner que les gens valent plus que leur compte en banque, que la gentillesse compte plus que la richesse, qu'être sous-estimé est une opportunité, pas une insulte. » Elle regarda autour de la chambre d'enfant, peinte dans un jaune doux qu'ils avaient choisi ensemble, remplie de meubles qu'ils avaient assemblés ensemble, dans une maison qu'elle avait achetée pour donner à sa famille un nouveau départ. « Et je vais t'enseigner que les contrats sont importants, » ajouta-t-elle avec un sourire. « Parce que parfois protéger ce qui est à toi signifie que tout le monde garde ce qui est à eux, même quand ils ne réalisent pas ce que ça signifie. » Le mariage de Sébastien et Nathalie ne se répara pas miraculeusement du jour au lendemain. Il y eut encore des disputes sur l'argent, encore des moments où l'influence de sa famille revenait, encore des fois où Nathalie dut rappeler à tout le monde, y compris Sébastien, que le respect n'était pas quelque chose qu'on gagnait avec la richesse, c'était quelque chose qu'on donnait librement à toutes les personnes. Mais ils y travaillèrent. Sébastien rejoignit le conseil d'administration de la Fondation et découvrit qu'il avait un talent pour la collecte de fonds et la sensibilisation. Richard apprit lentement à poser des questions sur l'enseignement de Nathalie au lieu de simplement le tolérer. Patricia commença à inviter les collègues de Nathalie à leurs événements sociaux, les traitant comme des égaux plutôt que comme des curiosités. Et Nathalie continua à enseigner la chimie au lycée Roosevelt parce que c'était qui elle était. Pas une femme riche qui enseignait comme passe-temps, mais une enseignante qui avait hérité de la richesse. L'argent payait pour des bourses, des programmes et des opportunités pour les élèves qui en avaient besoin. Mais il ne la définissait pas.
2 ans plus tard, Sébastien évoqua le contrat un soir après que Grace se soit endormie. « Je veux l'annuler », dit-il. Nathalie leva les yeux de ses corrections. « Pourquoi? » « Parce qu'il représente tout ce qui n'allait pas avec nous. Parce que c'est un rappel de comment j'ai échoué à te faire confiance, échoué à te valoriser, échoué à être ton partenaire. » Il fit une pause. « Parce que si nous allons être mariés, vraiment mariés, nous devrions tout partager, comme ça aurait dû être depuis le début. » Nathalie réfléchit à cela. « Tu réalises que ça te donnerait accès à mon héritage, à tout ce que mon grand-père m'a laissé. Et ça te donnerait accès à mon fonds fiduciaire et à mon héritage, » répliqua Sébastien. « C'est comme ça que le mariage est censé fonctionner, non? Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. C'est ce que tu veux vraiment, ou c'est la culpabilité qui parle? » Sébastien croisa son regard. « C'est ce que je veux vraiment. Nathalie, j'ai passé 2 ans à être le mauvais genre de partenaire parce que j'avais peur de perdre le contrôle, peur d'être vulnérable, peur de ce que ça signifiait de vraiment partager ma vie avec quelqu'un. Je ne veux plus être cette personne. Et ce document dans un coffre-fort quelque part, c'est comme un talisman de tous mes pires instincts. Je veux qu'il disparaisse. » Nathalie posa son stylo. « Si nous annulons le contrat et que les choses ne marchent pas, tu pourrais repartir avec la moitié de tout ce que j'ai. 50 millions de dollars ou plus. » « Et tu pourrais repartir avec la moitié de ce que j'ai, » dit Sébastien. « C'est le risque que nous prenons tous les deux. C'est ce qui en fait un vrai partenariat. » Elle étudia son visage, cherchant l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a des années. Il était là maintenant, réalisait-elle, changé, marqué par l'expérience, humilié par l'échec, mais là, combattant pour revenir à la personne qu'il voulait être. « D'accord, » dit Nathalie, « annulons le contrat. » Ils signèrent de nouveaux papiers ce printemps-là, éliminant les barrières protectrices qui avaient défini leur mariage. Ça semblait terrifiant et libérateur à la fois, comme sauter d'une falaise avec quelqu'un en ayant confiance qu'il tiendra bon. Certaines personnes ne comprirent jamais le choix de Nathalie. Ses amis enseignants pensaient qu'elle était folle de donner à Sébastien accès à son héritage après comment il l'avait traité. Jen Morrison, son avocate, l'a mis en garde qu'elle prenait un énorme risque financier. Mais Nathalie avait appris quelque chose d'important au cours des 4 dernières années. Le contrat avait protégé son argent, mais il avait empoisonné son mariage. Et à un moment donné, il fallait décider ce qui comptait le plus. La sécurité ou la confiance? La protection ou le partenariat? Garder le score ou construire quelque chose de réel? Elle choisit le partenariat. Et étonnamment, ça marcha. Épilogue. 5 ans après le 35e anniversaire de Nathalie, la fondation de la famille King avait attribué des bourses à plus de 200 élèves. Nathalie avait été promue directrice du département des sciences du lycée Roosevelt, mais refusa une augmentation de salaire, dirigeant l'argent supplémentaire vers son budget de fourniture pour les cours. Sébastien avait quitté son emploi dans les affaires et dirigeait maintenant la fondation à temps plein, utilisant ses compétences en marketing pour étendre sa portée. Il avait appris à valoriser l'impact plutôt que le revenu, le but plutôt que le prestige. Richard Ashford avait vendu sa chaîne de concessions et créé une association à but non lucratif offrant une formation en maintenance automobile aux communautés à faible revenu. Patricia siégeait au conseil d'administration de la Fondation et était devenue étonnamment l'une des alliées les plus proches de Nathalie dans ce travail, et Grace King, maintenant âgée de 5 ans, était également à l'aise dans l'atelier de son grand-père et dans le laboratoire de chimie de sa mère, apprenant que le succès venait sous de nombreuses formes et que les gens les plus riches n'étaient pas toujours ceux avec le plus d'argent. Un soir, alors que Nathalie couchait Grace, elle lui posa une question. « Maman, pourquoi tu enseignes encore à l'école? Papa dit que tu as beaucoup d'argent. Tu pourrais faire n'importe quoi. » Nathalie sourit. « J'enseigne parce que c'est important. Parce qu'aider les élèves à comprendre la chimie, les aider à croire en eux-mêmes, ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent que je pourrais avoir en banque. » « Mais tu pourrais être riche et ne pas travailler? » souligna Grace avec la logique d'une enfant de 5 ans. « Je suis riche.
dit Nathalie. Je tais-toi. J'ai ta mère. J'ai des élèves qui me font confiance et des collègues qui me respectent et un travail qui donne du sens à ma vie. C'est le seul genre de richesse qui compte vraiment. D'accord, dit Grace, satisfaite. Puis, maman, quand je serai grande, je peux être enseignante comme toi? Nathalie sentit sa gorge se serrer. Tu peux être tout ce que tu veux, mon cœur. Enseignante, médecin, scientifique, artiste. Tout ce qui te rend heureuse. Tout ce qui te permet d'aider les gens. Tout ce qui te donne un but. Bien, dit Grace. Parce que la maman de Tommy dit que les enseignantes ne gagnent pas beaucoup d'argent. La maman de Tommy a raison, dit Nathalie. L'enseignement ne paie pas aussi bien que beaucoup d'autres emplois. Alors pourquoi tu le fais? Parce que certaines choses sont plus importantes que l'argent, dit Nathalie. Grace bâilla et ferma les yeux. Je pense que je comprends, maman. Nathalie l'embrassa sur le front et éteignit la lumière. En descendant les escaliers, elle trouva Sébastien dans le salon, regardant de vieilles photos de leur mariage. « Des regrets ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Non. Mais je regardais ces photos et je pensais à qui nous étions alors, comme nous étions jeunes, comme j'étais stupide à propos de ce qui comptait. Nous l'étions tous les deux, » dit Nathalie en s'asseyant à côté de lui. « Non, tu ne l'étais pas. Tu savais tout le temps, c'est pourquoi tu as attendu. C'est pourquoi tu m'as laissé me montrer qui j'étais avant de me montrer qui tu étais. » Sébastien la regarda. « Merci d'avoir été assez patiente pour me laisser devenir quelqu'un qui mérite d'être marié à toi. » « Tu as toujours mérité, » dit Nathalie. « Tu as juste oublié pendant un moment. » Ils restèrent assis ensemble dans leur salon, la maison qu'ils avaient choisie ensemble, la vie qu'ils avaient construite ensemble, la famille qu'ils avaient créée ensemble, et Nathalie réalisa que son grand-père avait eu raison sur tout. L'argent révélait qui les gens étaient. La pression et la chaleur créaient des réactions. Et les liens les plus forts étaient ceux qui survivaient à l'épreuve. « J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça, » dit Nathalie. « La meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est bien vivre. C'est laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actions. C'est devenir tellement sûr de qui tu es que les opinions des autres n'ont plus d'importance. » « C'est la leçon ?» demanda Sébastien. « La chose que tu voudrais que les gens retiennent de notre histoire ?» Nathalie y réfléchit. La leçon, c'est que nous avons tous des angles morts. Nous jugeons tous les gens injustement parfois. Mais si nous avons de la chance, la vie nous donne une chance d'apprendre mieux, de devenir meilleur. Et la mesure de notre caractère n'est pas de ne jamais faire d'erreurs, c'est dans la façon dont nous réagissons quand nous sommes forcés de voir nos erreurs clairement. C'est très sage pour une prof de chimie, dit Sébastien avec un sourire. Les profs de chimie sont pleines de sagesse, répondit Nathalie. Nous comprenons les réactions. Nous savons que parfois il faut briser des liens avant de pouvoir en former de nouveaux. Nous savons que la transformation est possible quand les conditions sont bonnes. Et nous savons que les éléments les plus précieux ne sont pas toujours ceux qui brillent le plus fort. Sébastien posa sa tête sur son épaule. « Je t'aime, Nathalie King. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. »« Je t'aime aussi, » dit-elle. « Et de rien. Bien que techniquement, tu m'as facilité la tâche avec ce contrat, meilleure décision que tu aies jamais prise. » Ironiquement, rit-il. Ne me le rappelle pas. Mais elle le lui rappelait parfois, parce que certaines leçons étaient trop importantes pour être oubliées, et parce que l'histoire de comment une prof de chimie avait déjoué une famille riche avec leur propre contrat était trop belle pour ne pas être racontée. Elle devint leur histoire préférée à partager avec Grace alors qu'elle grandissait, non pas comme du porno de vengeance, mais comme une leçon d'humilité, de patience et des dangers de juger les gens par leur compte en banque. Un rappel que la richesse pouvait vous aveugler sur ce qui comptait vraiment, mais que l'amour, le vrai, l'éprouvé, le difficile, pouvait vous aider à voir clairement à nouveau. Et ça, décida Nathalie, valait plus que n'importe quel héritage que son grand-père aurait pu lui laisser. Grace King avait maintenant 15 ans et ressemblait étonnamment à sa mère, les mêmes yeux noisettes perçants, la même détermination tranquille, le même sourire ironique quand elle observait les adultes se comporter stupidement.
Elle était assise dans le laboratoire de chimie de Nathalie au lycée Roosevelt un après-midi d'avril, travaillant sur un projet scientifique pendant que sa mère terminait des corrections. « Maman, » dit Grace, sans lever les yeux de son microscope, « Sophia m'a invitée à passer le week-end dans la maison de vacances de sa famille à San Juan Islands. »« C'est gentil, » dit Nathalie. « Tu veux y aller? »« Je ne sais pas. » Grace ajusta la mise au point. Son père n'arrêtait pas de parler de combien la maison avait coûté. Et sa mère a fait un commentaire bizarre sur comment c'était charitable de ma part de passer du temps avec eux malgré... Elle fit une pause. Malgré notre situation différente. Nathalie posa son stylo rouge. Notre situation différente? Tu sais? Grace haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais Nathalie pouvait voir la blessure dans ses yeux. Le fait que tu sois juste une enseignante, que nous ne soyons pas de leur monde. Sophia est sympa, mais ses parents... Elle secoua la tête. Ils me rappellent grand-père et grand-mère avant que tu leur apprennes leurs leçons. Nathalie se leva et vint s'asseoir sur le tabouret à côté de sa fille. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien encore. Grace la regarda enfin. Mais maman, je pourrais leur dire, sur la fondation, sur l'argent, sur tout. Je pourrais les voir réaliser qu'ils sont exactement comme la famille d'oncle Sébastien était, condescendants envers quelqu'un qui pourrait acheter leur maison de vacances en liquide. Tu pourrais, acquiesça Nathalie. Ce serait satisfaisant, je suppose, les regarder se sentir embarrassés et petits. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu vas me dire de ne pas le faire? Nathalie sourit. Parce que tu me connais trop bien. Elle prit une profonde respiration. Grace, laisse-moi te raconter quelque chose que je n'ai jamais vraiment expliqué en détail. Quand j'ai épousé ta mère, j'aurais pu révéler l'argent immédiatement. J'aurais pu leur frotter le nez dedans dès le premier jour. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que grand-père t'a dit d'attendre jusqu'à 35 ans. Oui, mais c'était plus que ça. Nathalie se tourna pour faire face à Grace directement. J'ai attendu parce que je voulais savoir qui les gens étaient vraiment. Pas qui ils prétendaient être quand ils pensaient que j'avais de l'argent, mais qui ils étaient quand ils pensaient que je n'en avais pas. Et tu as découvert qu'ils étaient horribles. J'ai découvert qu'ils étaient humains, corrigea Nathalie. Imparfaits, influencés par ce que la société leur avait appris à valoriser, capables de croissance si on leur en donnait la chance. Grace fronça les sourcils. Mais ils t'ont traité terriblement. Ils l'ont fait, et c'était blessant et injuste. Mais Grace, si j'avais juste jeté mon argent à leur visage dès le début, qu'est-ce que ça aurait accompli? Ils auraient été choqués, embarrassés peut-être, mais ils n'auraient rien appris. Ils n'auraient pas changé. Et je n'aurais jamais su si ta mère et moi pouvions construire quelque chose de réel. Grace était silencieuse, traitant cela. Voici ce que je veux que tu comprennes, continua Nathalie. Le pouvoir, que ce soit l'argent, le statut, la connaissance, n'est pas destiné à être une arme. C'est destiné à être un outil, et la façon dont tu l'utilises en dit plus sur toi que sur les gens que tu pourrais vouloir impressionner ou humilier. Alors tu dis que je devrais juste laisser les parents de Sophia penser que nous sommes pauvres? Les laisser être condescendants? Non. Nathalie secoua la tête. Je dis que tu devrais décider quel genre de personne tu veux être. Veux-tu être quelqu'un qui utilise l'argent pour prouver sa valeur, ou veux-tu être quelqu'un dont la valeur existe indépendamment de l'argent? Grace regarda ses mains. Parfois, à l'école, les enfants font des commentaires sur comment je dois être sur une bourse, comment mes parents ne peuvent probablement pas se permettre les voyages scolaires, comment je porte les mêmes vêtements plusieurs fois. Ça... Elle leva les yeux, et il y avait des larmes dans ses yeux maintenant. Et je veux tellement juste leur dire, leur montrer qu'ils ont tort. Je sais, dit doucement Nathalie. J'ai ressenti exactement la même chose. Chaque jour pendant 2 ans, j'ai voulu leur dire. Mais ma chérie, voici ce que j'ai appris.
Les gens qui te jugent par ton compte en banque ne valent pas la peine que tu leur prouves quoi que ce soit. Et les gens qui voient ta valeur sans connaître ta valeur nette, ce sont ceux qui méritent d'être dans ta vie. Alors qu'est-ce que je fais avec Sophia? Nathalie réfléchit. Qu'alors? Sophia elle-même a-t-elle été condescendante? Ou juste ses parents? Juste ses parents. Sophia est cool. Elle ne se soucie pas de ses trucs. Alors vas-y, amuse-toi. Et si ses parents font d'autres commentaires, tu peux poliment les corriger sans révéler notre situation financière. Tu peux dire « En fait, ma famille valorise l'éducation et le service public, et nous sommes très fiers de ce que nous faisons. » Grace sourit légèrement. C'est plutôt diplomatique. J'ai eu beaucoup de pratique. Nathalie ébouriffa les cheveux de sa fille. Mais Grace, si tu décides que tu veux leur dire « Sur la fondation, sur notre richesse, assure-toi que tu le fais pour les bonnes raisons, pas pour te venger, pas pour te prouver. Fais-le seulement si ça sert un but plus large, comme les éduquer ou protéger quelqu'un d'autre d'être blessé par leur snobisme. Comme tu l'as fait avec la famille d'oncle Sébastien. » Exactement. Je ne l'ai pas faite pour me venger. Je l'ai fait pour voir si notre mariage pouvait être sauvé. Pour voir si ta mère était capable de croissance, et heureusement, il l'était. Grace hocha lentement la tête. D'accord, je vais y aller. Et je ne dirai rien. Mais maman? Oui? Si les parents de Sophia sont vraiment horribles, je peux toujours faire un don anonyme de bourse à son école au nom de certaines familles qui valorisent l'humilité plutôt que l'hubris, non? Nathalie éclata de rire. Tu es définitivement ma fille. Ce soir-là, au dîner, Grace raconta l'histoire à toute la famille. Sébastien, qui avait maintenant 42 ans avec quelques cheveux argentés aux tempes, sourit avec nostalgie. « Tu sais, dit-il, je pense toujours à cette époque, à quel point j'étais arrogant, à quel point j'étais sûr que l'argent égalait la valeur. Tu n'es pas le seul, admit Richard. Le patriarche Ashford, maintenant dans la mi-soixantaine, avait considérablement adouci au fil des ans. J'ai passé 50 ans à construire ma valeur autour de ma valeur nette. Il a fallu que ma belle-fille me porte le coup le plus humiliant de ma vie pour réaliser que j'avais tout faux. C'était un assez bon coup, acquiesça Patricia avec un sourire en coin. Je me souviens avoir été assise dans ce salon, regardant Nathalie révéler qu'elle était plus riche que nous tous réunis, et penser « Nous l'avons mérité, nous l'avons absolument mérité. » Vous l'avez fait, dit Nathalie joyeusement. Mais vous avez aussi changé. C'est ce qui compte. Maman t'a dit une fois quelque chose, dit Sébastien à Grace, qui m'a marqué. Elle a dit que la mesure du caractère n'est pas de ne jamais faire d'erreur, mais dans la façon dont nous réagissons quand nous sommes forcés de voir nos erreurs clairement. Tes grands-parents ont vu leurs erreurs, ajouta Nathalie, et à leur crédit, ils ont fait le travail difficile de changer. Beaucoup de gens ne le font pas. Ils doublent leur arrogance, mais pas eux. Richard leva son verre, à être appelé pour nos erreurs, aussi douloureux que ça ait été. Ils trinquèrent tous, et Grace observa sa famille, si différente maintenant de ce qu'elle avait été, façonnée par l'humilité et la croissance et la compréhension que la valeur n'avait rien à voir avec la richesse. Plus tard cette nuit-là, alors que Nathalie et Sébastien se préparaient pour le lit, il dit soudainement « Je ne t'ai jamais vraiment remercié. » Pourquoi? Pour m'avoir épousée quand tu pensais que j'étais riche et arrogant. Il sourit. Tu aurais pu partir, trouver quelqu'un qui t'appréciait dès le début, quelqu'un qui ne t'aurait jamais fait signer ce contrat stupide. Nathalie se glissa dans le lit à côté de lui. Si je l'avais fait, je n'aurais jamais su si nous pouvions devenir ceci. Elle fit un geste entre eux. Si l'amour pouvait survivre à l'orgueil et aux privilèges et à tous ces tests. Et maintenant, tu sais. Maintenant, je sais. Elle l'embrassa doucement.
Et pour ce que ça vaut, je pense que tu valais l'attente. Même les 2 années horribles? Surtout les 2 années horribles. Nathalie s'installa contre lui. Parce qu'elles nous ont appris qui nous sommes vraiment. Elles nous ont dépouillés de tous les prétextes et ont exposé nos vraies valeurs. Et puis, elles nous ont donné la chance de reconstruire quelque chose de meilleur. Tu devrais écrire un livre, plaisanta Sébastien. Comment j'ai piégé mon riche fiancé avec son propre contrat de mariage. Ça serait un best-seller. Ou peut-être les réactions chimiques. Comment la pression révèle le caractère. Nathalie rit. Bien que je ne sois pas sûre que quiconque l'achèterait. Je l'achèterais. Il la serra plus fort. Encore et encore. Ils restèrent étendus dans le silence confortable, dans la maison qu'ils partageaient vraiment maintenant, avec leurs actifs fusionnés et leurs vies entrelacées, et leur fille qui apprenait à naviguer dans le monde avec sagesse et grâce. « Tu sais ce qui est drôle? » dit Sébastien après un moment. « Cette fondation que tu as créée, elle a maintenant aidé plus de 500 enfants à aller à l'université. 500 familles dont les vies sont changées, et rien de tout ça ne serait arrivé si tu avais juste été riche dès le début, si tu m'avais juste dit le premier jour. Aïe. Pourquoi est-ce que... Parce que l'humiliation m'a brisé, m'a ouvert, m'a fait réaliser qu'il y avait plus dans la vie que l'accumulation de richesses. Si tu m'avais dit immédiatement, j'aurais probablement juste recalibré ma vision de toi. Je t'aurais vue comme une égale financière, mais je n'aurais jamais appris la vraie leçon. Nathalie réfléchit à cela. Donc tu dis que mon grand-père était un génie, me faire attendre jusqu'à 35 ans, m'assurer que j'étais assez mûre pour gérer la richesse avec sagesse? Il était définitivement un génie, et tu es sa digne héritière. Tu sais ce qu'il m'a dit une fois? Nathalie fixa le plafond, se souvenant. Il a dit, « Nathalie, l'argent est comme un amplificateur. Il amplifie qui tu es déjà. Si tu es généreuse, ça te rend plus généreuse. Si tu es cruelle, ça te rend plus cruelle. Si tu es sage, ça te rend plus sage. Mais ça ne change jamais fondamentalement ton caractère, ça le révèle juste. » Sage homme. Il l'était, et il avait raison sur tout, sur l'attente, sur l'observation, sur le fait de laisser les gens se montrer pour qui ils sont vraiment avant de révéler qui tu es. Oh sang! Sébastien embrassa le sommet de sa tête. Je suis content que tu aies attendu, aussi douloureux que ça ait été. Parce que maintenant je sais que tu m'aimes pour moi, pas pour ma famille, pas pour mes connexions, pas pour mon argent, juste pour moi. Et je sais que tu m'aimes pour moi aussi, dit Nathalie. Finalement, acquiesça-t-il, même si ça m'a pris trop de temps pour arriver là. Ils s'endormirent cette nuit-là dans les bras l'un de l'autre, deux personnes qui avaient commencé avec de fausses suppositions et les avaient transformées en vraie compréhension, qui avaient pris le pire d'eux-mêmes et avaient trouvé le chemin vers le meilleur. Grace King, maintenant âgée de 25 ans avec un doctorat en biochimie et un poste dans une start-up pharmaceutique prometteuse, se tenait devant une salle de 500 étudiants de première année à l'Université de Washington. Elle avait été invitée à donner le discours inaugural de la Conférence des boursiers de la Fondation King, un événement annuel où tous les boursiers actuels et passés se réunissaient pour réseauter et célébrer. « Ma mère, commença Grace, m'a appris qu'il y a 3 types de richesses. Il y a la richesse financière, l'argent en banque, les actifs, les investissements. C'est important. Ça paye les factures. Ça crée des opportunités. Mais ce n'est pas le plus important. » Elle fit une pause, regardant le public, des centaines d'étudiants qui n'auraient pas pu se permettre l'université sans la Fondation, tous maintenant en route vers leur propre réussite remarquable. Il y a la richesse relationnelle. Les gens dans votre vie qui vous voient, vous valorisent, vous élèvent. Famille,
amis, mentors, partenaires. Ces connexions vous soutiennent à travers les périodes difficiles et célèbrent vos triomphes. Cette richesse ne peut pas être achetée, elle ne peut qu'être cultivée. Et puis, il y a la richesse de but. Savoir pourquoi vous vous levez chaque matin, avoir un travail qui compte, faire une différence dans le monde, utiliser vos dons et talents pour servir quelque chose de plus grand que vous-même. Grace sourit. Ma mère avait les 3 types de richesse, mais pendant 2 ans, elle a caché le premier type. Elle a laissé les gens penser qu'elle était pauvre, et dans ces 2 ans, elle a découvert quelque chose d'inestimable, qui valorisait vraiment qui elle était contre ce qu'elle avait. Aujourd'hui, vous êtes tous ici grâce à la richesse financière qu'elle a utilisée pour créer cette fondation, mais ce n'est pas ce qu'elle veut que vous vous souveniez d'elle. Elle veut que vous vous souveniez que votre valeur n'est pas déterminée par votre compte en banque. Votre valeur est déterminée par comment vous traitez les gens, par ce que vous construisez, par qui vous élevez, par l'héritage que vous laissez. Certains d'entre vous iront gagner des millions. Certains d'entre vous iront servir dans des domaines qui ne paient jamais bien. Les 2 chemins ont de la valeur. Les 2 chemins comptent. Ne laissez jamais personne vous dire autrement. Grace regarda la première rangée où Nathalie était assise à côté de Sébastien, tous deux maintenant dans la cinquantaine, tous deux les yeux brillants de larmes. Ma mère a acheté la fondation avec 20 millions de dollars il y a 20 ans. Aujourd'hui, grâce à des investissements intelligents et des dons généreux, elle vaut 200 millions de dollars. Nous avons aidé plus de 2000 étudiants. Mais ma mère vous dirait que son meilleur investissement n'était pas l'argent qu'elle a investi dans la fondation. C'était les 2 ans qu'elle a passés à être sous-estimée, mal jugée et condescendante. Parce que ces 2 ans lui ont appris, et à travers elle m'ont appris, les leçons les plus importantes. Que le caractère se révèle sous pression, que le pardon est possible, que les gens peuvent changer, et que la vraie richesse ne se trouve jamais dans ce que vous possédez, mais dans qui vous êtes. Le public applaudit en se levant. Et alors que Grace descendait de la scène, Nathalie la rencontra avec une étreinte. « Ton grand-père aurait été tellement fier », chuchota Nathalie. « Il aurait été fier de nous 2, dit Grace, parce que tu as pris son héritage et tu en as fait quelque chose qui change des vies. Tu ne l'as pas juste gardé. Tu ne l'as pas juste utilisé pour prouver quelque chose, tu l'as transformé en espoir. » Nathalie regarda la salle pleine d'étudiants, chirurgiens et ingénieurs et professeurs et entrepreneurs et scientifiques et artistes en devenir. Tous rendus possibles par la patience de son grand-père, sa propre volonté d'attendre et d'observer, et les leçons apprises dans 2 années difficiles de sous-estimation délibérée. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Nathalie. Si les parents de Sébastien n'avaient pas exigé ce contrat, rien de tout ceci ne se serait peut-être produit. Ce stupide document condescendant, le document même qui était censé me garder à ma place, a fini par me protéger assez longtemps pour apprendre qui les gens étaient vraiment. Et cette connaissance a changé tout. Alors finalement, dit Sébastien en rejoignant sa femme et sa fille, le contrat a été la meilleure chose qui soit jamais arrivée. La meilleure pire chose, corrigea Nathalie. Ou la pire meilleure chose. Ironiquement, dit Grace avec le sourire de sa mère. Ironiquement, acquiesça Nathalie. Et alors qu'ils se tenaient ensemble au milieu de l'héritage qu'ils avaient construit, non pas seulement de richesse, mais de sagesse et d'humilité et de seconde chance, Nathalie pensa à son grand-père, cet immigrant qui avait nettoyé des sols et économisé chaque centime et construit une fortune qui changerait maintenant des milliers de vies. Il avait eu raison surtout, l'argent révélait le caractère, la patience était son propre pouvoir. Et les meilleures leçons venaient souvent des pires expériences. « Merci », chuchota-elle vers le ciel, vers le grand-père qui avait tout rendu possible. « Merci de m'avoir appris à attendre, merci de m'avoir appris à observer,
Merci de m'avoir appris que la vraie richesse se trouve dans la façon dont tu utilises ce que tu as pour élever les autres. Et quelque part, elle imagina qu'il souriait.